L'homme à la tête de ce salon genevois, c'est Christophe Durand, le coiffeur et maquilleur des stars. Cate Blanchett, Tiger Woods, Jean-Paul Gaultier, Diane Keaton, Cristiano Ronaldo ou encore Pierre Niney lui ont confié leurs cheveux. Son travail a fait les unes de Vogue, Elle ou encore Femina. Pendant 15 ans, il a scruté les tendances en parcourant le monde et des centaines de magazines. Petit tour de présentation des coupes de cheveux à la mode pour 2023. Là, on est sur le box bob, donc vraiment la coupe, on dirait qu'elle a été faite d'un coup comme ça, très droite, très franche. Là, on est sur les coupes courtes qui soient autant afro que sur un cheveu plutôt au contraire européen, etc. On va être sur du cheveu très court. Et là, on est sur les coupes courtes, comme j'ai expliqué, autant masculin que féminin. En fait, on voit très bien cette pixie cut. La coupe des influenceuses, la coupe plutôt latino, Middle East et compagnie. Le cuivré. La frange qui revient sur les carrés droits. Les carrés droits. Voilà, à nouveau encore ces carrés très droits. Et puis encore, ça c'est ce qu'on appelle la coupe pieuvre. C'est un drôle de nom, mais qui va donner cet effet aussi très dégradé, alors que ce genre de femme avant avait plutôt le cheveu très large en bas, alors que là maintenant il va tout se dégrader avec des franges devant. Et du côté des hommes, énorme surprise avec le mulet qui fait son grand retour. Voilà, ça c'est pas du tout des coupes qu'on pouvait voir il y a de ça des années, c'est bien actuel, c'est se retrouver ce mulet un peu fort, un peu déstructuré, un peu haché, avec des nuques très longues, très épaisses, etc. Donc là, tout ça, on est vraiment aussi sur une expression un peu anti-chic, anti-glamour, ça n'a rien de glamour, c'est un côté vraiment un peu plus provoque, justement. Parce que vous voyez, si vous bossez dans un endroit un peu corporate, on n'ose pas trop faire ça. Donc là, il y a une envie un peu comme les punks l'ont fait, comme les gens un peu sur les scènes rock l'ont fait à un moment. Moi, je suis libre de porter ce que j'ai envie. Présenté de la sorte, ça a l'air simple. Mais savoir quelle coupe de cheveux on le vend en poupe est moins facile aujourd'hui qu'hier. La tendance avant venait par vraiment l'appartenance ou la ressemblance soit à ce qu'avait créé un créateur, soit à quelqu'un de connu de l'époque. Que ce soit dans le cinéma, le mannequin de l'époque qui avait porté telle coupe, on voulait tous la même coupe, et puis tout le monde était soit à la mode, soit pas à la mode en gros. Alors que là, maintenant, on est vraiment dans une personnalisation et tout peut être à la mode à partir du moment où on le raconte. C'est la manière dont on va le raconter, c'est comment on va l'accessoiriser, c'est comment on va le porter. Et tout ça va vraiment faire en sorte que ça devient vraiment quelque chose à la tendance ou pas. En ce moment, un nouveau mouvement est en train d'émerger. Il y a une vraie, dans les choses un peu pointues, dans les écoles d'art, dans les écoles de design et tout, qui va un peu vers cette histoire d'universalité de tout ce qui est des genres. Le non-genré, le genre, tout ça, c'est un thème qui revient très fort. On le ressent dans tous les défilés de mode. D'ailleurs, maintenant, il n'y a plus forcément un défilé homme, un défilé femme, ça c'est en train de se perdre. Si le non-genré a la cote dans les défilés et les écoles de design, il ne s'impose pas partout. Il y a quand même une tendance mass market qui est très forte, qui est inspirée plutôt de tout ce qui est télé-réalité, de tout ce qui est latino, tout ça, etc., qui est vraiment sur des choses beaucoup plus fatales, la femme glamour, la chirurgie esthétique, les grosses lèvres, le blond, archi-blond, les queues de cheval, enfin tout ce côté un peu poupée en fait. Elles essayent toutes de ressembler, alors ça c'est plutôt les femmes, là c'est pour le coup au contraire, et elles redeviennent vraiment dans une féminité où elles vont toutes finir par ressembler un peu à une poupée, à la même. Les cheveux n'intéressent pas que les coiffeurs. Christian Bromberger est anthropologue. Spécialiste de l'Iran et du football, il leur a consacré plusieurs publications. Les cheveux, c'est quand même un sujet extraordinaire, dans la mesure où c'est la seule chose sur laquelle on puisse agir sans conséquences graves. Tandis que si vous vous coupez un doigt, ben mon Dieu, c'est définitif. Alors qu'avec les cheveux comme avec les ongles, vous pouvez jouer. Vous pouvez les teindre, les déteindre, vous pouvez les allonger, vous pouvez les friser. Enfin, il y a toutes les possibilités qui existent en matière capillaire. Et s'il y a bien un terrain d'études capillaires où l'on est sûr de ramener une belle coupe, c'est chez les joueurs de football.
Les coupes de cheveux, c'est véritablement le moyen de se faire reconnaître. Moi, je me rappelle ce que disait Balotelli, par exemple. Il disait, pour qu'on parle de moi. Oui, alors il se faisait, je ne sais plus quelle teinte de cheveux il avait prise et quelle coupe de cheveux il avait prise. Mais ce qui l'intéressait, c'est qu'on parle de lui. À côté de ce processus d'individualisation, il y a également des phénomènes de mode. Là, on voit, si vous voulez, une tendance tout à fait étonnante chez les footballeurs, c'est-à-dire se faire teindre en blond, y compris les Africains. Donc, je pense à Pogba, par exemple, qui se faisait mettre une teinture blonde dans ses cheveux, qui sont évidemment noirs, comme lui est noir. Regardez même Griezmann, qui a les cheveux qui sont châtains. Là, il était en blond pendant cette Coupe du Monde. Donc, on a véritablement cette tendance à la blondeur, alors que la blondeur était l'apanage des femmes. Et donc, là aussi, on a, si vous voulez, cette inversion des codes qui est intéressante. Dans la mesure où le blond, pensez aux Vénus de l'Antiquité, elles sont blondes. Et puis on a eu ensuite toutes ces actrices américaines qui étaient blondes, de Marilyn Monroe, Jane Mansfield, etc. Ça a été, si vous voulez, un trait caractéristique de la féminité. Ça veut dire qu'il y a un rapprochement entre les sexes. Les distinctions fortes qui étaient imposées jadis ne sont plus aujourd'hui aussi contraignantes. Oui, la coupe de cheveux qui ne fait pas encore les champions du monde. Alors que vous soyez pieux, vous ou mulet, eh bien, il vous faut un fun efficace. ABE a testé pour vous une dizaine de modèles. On commence par un petit tour au labo pour bien comprendre les critères de ce test. Pour tester des sèche-cheveux, direction le nord de l'Allemagne. C'est à Wilhelmshaven, au nord de Brême, que nous avons expédié nos 10 appareils. Le laboratoire PZT est spécialisé dans les tests d'appareils ménagers et la certification d'équipements de sécurité. Stéphane Titker, technicien en électronique, va torturer nos 10 feunes et leur faire subir toute une série d'épreuves. Stéphane va d'abord mesurer à quelle température l'air sort des sèche-cheveux. On place l'appareil en position air chaud maximum et on mesure la température. Puis on passe en position air froid et on mesure à nouveau après 10 secondes. Une des questions importantes, c'est évidemment de savoir à quelle vitesse le sèche-cheveux sèche-t-il. On mouille une serviette avec une quantité précise d'eau, on pèse le tissu mouillé, puis on le place face au feu. L'appareil est enclenché à la puissance maximale. Après 60 secondes, on retire la serviette et on mesure la quantité d'eau évaporée. Test suivant, celui de la mystérieuse fonction ionique que tous les feunes possèdent. Stéphane dirige le sèche-cheveux contre un film polyester recouvert d'aluminium. Puis il mesure la tension électrique sur le film. Mais pourquoi diable un fun projette-t-il des ions ? Les ions négatifs ont la capacité de casser les gouttes d'eau, ce qui permet de sécher les cheveux plus vite. Mais alors, est-ce que ça marche, oui ou non ? Je ne peux pas dire si cette fonction ionique est efficace sur des cheveux mouillés. La seule chose que je peux dire, c'est que tous ces sèche-cheveux projettent effectivement des ions vers l'extérieur. Avancée technologique ou gadget marketing, la question reste ouverte. Avec la complicité d'une laborantine aux cheveux longs, on passe ensuite aux différents tests de sécurité. Et d'abord, le risque d'accrochage des cheveux à l'intérieur du feu. Y a-t-il un risque qu'on puisse toucher par accident les éléments chauffants à l'intérieur de l'appareil ? On le teste avec ce doigt artificiel en plastique. Pour évaluer le risque de brûlure des doigts, on mesure la température maximum du boîtier et de la buse de tous les sèche-cheveux. Lorsque l'entrée d'air est bouchée, il y a risque d'incendie. Combien de temps l'appareil va-t-il mettre avant de s'arrêter ? D'une marque à l'autre, les différences sont notables.
Enfin, on va mesurer dans une salle ad hoc le volume sonore de chaque fön, car certains sont nettement plus bruyants que d'autres. Au final, des feux assez proches les uns des autres, et un constat, ce n'est pas forcément le plus puissant qui est le plus efficace. Avec une grande puissance électrique, vous pouvez produire beaucoup de chaleur. Mais ça ne veut pas dire que cette grande quantité de chaleur soit bonne pour vos cheveux. Ça dépend aussi du volume du flux d'air, pas seulement de la chaleur. Et pour détailler les résultats, le plaisir de retrouver Stéphane Fontanet. Bonsoir. Bonsoir Linda. Alors Stéphane, juste pour être tout à fait clair, cette fonction ionique, ionisante, à quoi est-ce qu'elle sert exactement? Alors selon les fabricants, ça permettrait de sécher plus vite la chevelure, ça permettrait aussi de rendre les cheveux plus brillants, et puis ça aurait aussi une fonction pour lutter contre l'électricité statique. Oui, on voit là à l'image une expérience réalisée par nos collègues de SRF. Et effectivement, cheveux moins électriques avec la fonction ionisante. 10 feux donc sur la sellette, payés entre 30 et 440 francs. Et on va commencer par les 3 moins bons produits de ce test. Exact, avec le Satrap Vento. C'est le fun le plus bruyant du test. Sa fonction air froid est insuffisante et il sèche moyennement. Par contre, il a une très bonne ionisation, il obtient un 7,3 sur 10. On trouve ensuite Intertronic, c'est l'appareil le moins cher puisqu'il coûte 29,95 francs. Ionisation et séchage sont jugés moyens. Attention toutefois au boîtier qui chauffe beaucoup puisqu'il est mesuré à 66 degrés en fin d'utilisation. Ensuite, on trouve Babyliss, le séchage le moins efficace du test. Par contre, il a une bonne fonction air-froid, mais attention à un débit d'air très chaud pour les cheveux et sa buse qui est mesurée à 132 degrés en fin d'utilisation. Ah oui, quand même, gare au risque de brûlure. On passe ensuite aux produits jugés bons par le laboratoire. Oui, 7,7 pour ce Solis. Débit d'air et buse aussi sont très chauds, 125 degrés pour la buse, mais c'est un fun qui sèche bien. On monte d'un dixième ensuite avec Trisa, c'est le deuxième plus cher du test. Il est jugé bon pour le séchage. C'est par contre le plus mauvais en matière d'ionisation. Même note pour le Philips, un des meilleurs par contre pour l'ionisation, et il est 4 fois moins cher que Trisa, le précédent. Et un dixième de point en plus maintenant, mais pour un prix 7 fois supérieur quand même, c'est pas rien, avec cet appareil de chez Dyson. Oui, 439 francs pour un fun, c'est le plus cher, c'est aussi le moins bruyant, il est jugé bon, question séchage. On trouve ensuite Beurer, 3e position, avec sa fonction air-froid, il est jugé excellent pour la protection des cheveux. 2e position pour un Remington, très bon contre l'électricité statique et bon pour le séchage. Le vainqueur de ce test, donc, s'appelle Valera. Il s'appelle Valera, c'est le fun qui décoiffe, très bon pour le séchage et le meilleur question sécurité pour un prix moyen 92 francs 95. Le fun qui décoiffe. Merci Stéphane. Encore juste un point. Est-ce qu'il y a eu des réactions de fabricants à ce test? Oui, alors Trisa se dit très étonné du mauvais résultat pour la fonction ionisante de son appareil et nous affirme que l'appareil que nous avons testé pourrait être défectueux. On prend note. Merci Stéphane. Très bonne soirée à vous. Et évidemment, comme d'habitude, le résultat de ce test est disponible sur notre site abe.ch. Choisir le bon fun, c'est bien. Savoir l'utiliser, c'est mieux. Séquence conseil avec une professionnelle de la coiffure. Avoir un bon sèche-cheveux est une chose, mais encore faut-il savoir bien s'en servir. À Genève, l'école supérieure de coiffure forme 50 élèves par an à l'art du rasoir et du ciseau. Directrice de cet établissement depuis 4 ans, Stéphanie Desprit, 20 ans de shampoing, coiffure et séchage entre les mains. On fait un petit massage ? Alors, on a vu des évolutions au niveau des sèche-cheveux. Au départ, ils n'avaient pas forcément autant de réglages. On ne pouvait pas régler ni l'allure, ni la température. On a eu les touches d'air froid qui sont apparues. Ils ont été bien mieux en ergonomie. Ils sont plus légers, plus puissants. On est beaucoup monté en puissance pendant des années, puis maintenant on revient un peu en arrière pour faire des économies d'énergie.
que ce soit moins énergivore. Et puis, peut-être, on peut avoir l'impression qu'ils sont un peu moins résistants sur la longueur. Stéphanie Desprez va nous donner quelques conseils pratiques pour bien sécher les cheveux. Vous êtes bien ? La première chose après le shampoing, c'est d'essorer les cheveux pour ne pas les sécher quand ils sont trop mouillés, mais on va les tamponner délicatement. On ne va pas les frotter vigoureusement parce qu'à ce moment-là, les cheveux ils sont fragilisés. En fait, avec l'eau, le cheveu, c'est des milliers de fibres. Un cheveu, c'est des milliers de fibres. Et elles sont reliées entre elles par des liaisons, par des ponts. Et lorsqu'on les mouille, on casse une certaine quantité de ces ponts. Donc, ils sont fragiles à ce moment-là, quand ils sont mouillés. Donc, du coup, on les tamponne plus que de les essuyer très fort. Si vous avez un sèche-cheveux qui a plusieurs vitesses, plusieurs chaleurs, si on peut, c'est bien de ne pas forcément utiliser la chaleur la plus forte pour justement épargner trop de chaleur à la chevelure. Et toujours sécher dans le sens de la cuticule, c'est-à-dire de la racine vers la pointe. Il ne faut pas remonter à rebrousse-poil, aller toujours dans le sens des écailles du cheveu pour que le cheveu il soit plus lissé, pour qu'il soit plus brillant et qu'il s'en mêle moins. Alors le sèche-cheveux en lui-même n'abîme pas les cheveux, ça va être la manière dont on l'utilise et ça va être principalement la chaleur. Trop de chaleur, trop souvent, à un endroit précis, trop longtemps, c'est ça qui va risquer d'abîmer les cheveux. De la même manière, si on fait un séchage naturel, on peut ne pas utiliser l'embout sifflet. Pour faire le séchage naturel sans l'embout, on va avoir une chaleur qui sera plus diffusée et ce sera meilleur pour le cheveu. Bien sûr, si vous faites un brushing, on va utiliser l'embout sifflet pour concentrer l'air sur une zone. Par contre, il faudra éviter de toucher les cheveux avec l'embout, d'être dessus, toujours dans la même idée de ne pas avoir trop de chaleur. Parce que l'embout, il va concentrer tout l'air, toute la chaleur à un endroit. Et si on est à 1 cm, déjà, c'est beaucoup mieux pour le cheveu que de coller. Maintenant que vous savez comment utiliser cet outil pour bien sécher les cheveux, découvrons comment il sert à façonner les coupes. On va utiliser le sèche-cheveux pour donner du mouvement. Donc, certaines clientes vont vouloir du volume. On va pouvoir le faire avec le sèche-cheveux et à l'aide des brosses. On va pouvoir faire des boucles, les pointes à l'intérieur, les pointes à l'extérieur. Tous les mouvements, en fait, on va chercher à les imprimer avec la chaleur. Le cheveu va sécher dans la forme. En fait, les petits ponts qu'on a cassés pendant le shampoing, on va leur donner une nouvelle forme, les sécher dans cette forme-là. C'est ce qui va faire que la nouvelle forme va rester. Il a de nouveau un conseil, c'est lorsqu'on veut donner une forme, de refroidir la mèche avec la touche d'air froid, refroidir la mèche quand on a donné le mouvement, avec le mouvement, et il va tenir plus longtemps. Voilà, vous êtes informés. À vous de choisir. Un sujet plus grave maintenant, celui des dettes. En Suisse, 13,5% de la population vit dans un ménage avec des arriérés de paiement et certains sombrent dans une spirale du surendettement dont il est très compliqué de s'extraire. Parmi eux, l'un de nos téléspectateurs, pour sortir la tête de l'eau, il s'est tourné vers une société de désendettement. Le récit de sa désillusion avec Véronique Amstutz. Nous sommes à Gingin, chez Grégoire Sauty, radio-amateur. Mais ce n'est pas pour sa passion que nous le rencontrons aujourd'hui. Alors, je vous ai interpellé parce qu'en 2019, j'ai fait appel à une société de recouvrement de dettes parce que quand j'étais jeune, disons qu'il y a des moments, je ne payais pas l'assurance maladie, je ne payais pas les impôts. Et puis, je me suis retrouvé avec beaucoup de dettes où là, j'ai dit, j'ai un bon salaire, je vais payer mes dettes. Donc, j'ai été à l'Office des poursuites à Nyon, ils m'ont fait une saisie sur salaire et je vais payer à peu près 50 000 ou un peu plus, je ne sais plus exactement le montant. Et voilà, le jour est arrivé que j'avais tout payé, j'étais content. Ils me disent, ouais, il vous reste tant à payer aux impôts, donc je vais voir les impôts. Et là, les impôts me disent, non, monsieur Sauty, vous ne devez pas ça, vous devez plus de 20 000 francs. Je dis, c'est pas possible, je sors des poursuites, j'ai tout payé. Et là, à ma grande surprise, j'ai appris qu'en fait, quand on changeait de canton, si on n'annonçait pas l'office des poursuites, ça restait là-bas. En effet, les offices de poursuite sont cantonaux.
En passant de Vaud au Valais et en revenant sur Vaud, ses poursuites sont restées sur place. Au même moment, il perd son travail et les dettes s'accumulent à nouveau. Je me suis dit, je vais faire appel à une société pour m'aider. Et après, j'ai pris un contact avec eux par téléphone. Et puis là, ils m'ont donné un rendez-vous à Servion. Et là, monsieur Erhardt m'a expliqué, si on veut, pendant 1h30, le principe du fonctionnement de tout ça. J'ai compris que j'avais 1900 francs à payer de forfait pour retrouver tous mes créanciers, tout remettre mon dossier en ordre. Donc 1900 francs de frais administratifs. Voilà, pour le total, pour mon dossier, pour traiter les factures et tout ça. Pour Neovia, qui nous a donné des réponses écrites, ces 1900 francs sont un forfait de début de mandat pour le travail de prise de connaissance de la situation et de dialogue initial avec les divers intervenants. Une fois le contrat signé, Neovia négocie avec les créanciers une diminution des dettes. Mais comment ça marche ? Vous devez 3 000 francs à M. Dupont. Neovia arrive à faire baisser la dette de 1 000 francs. Vous ne devez plus que 2 000 francs à M. Dupont, mais 500 francs à Neovia, soit 50% du rabais obtenu, leur quote-part. Pour Neovia, la quote-part sur remise obtenue est une forme de prime au succès. Au début, la relation se passe bien, mais se dégrade petit à petit. Les décomptes n'arrivent pas automatiquement, il doit les réclamer pendant des semaines. Puis après, j'ai voulu comprendre en fait leur système, parce que je ne comprenais pas, c'était incompréhensible. Et quand en fait j'ai compris, c'était pas compliqué. En fait, en gros, sur tout ce que j'ai versé, ils ont payé 1000 et quelques francs de créanciers. Après, j'ai décomposé en fait les factures qu'ils ont réglées en premier. Donc, ils ont bien regardé mon dossier. Donc, ils ont pris tout ce qui était réglable, tout ce qu'ils pouvaient annuler. Mais les impôts, l'assurance maladie, on ne peut pas négocier avec eux. Ça, ils n'ont pas traité. Donc, ils ont traité d'abord tout ce qui les intéressait pour avoir leur quote-part sur des actes de défaut de biens qui étaient échus, qui étaient hors date. Donc, de toute façon, on n'aurait pas pu me demander de l'argent. En résumé, Neovia renégocie d'anciennes dettes qui n'ont pas passé le délai de prescription et facture ensuite sa quote-part. Une semaine après notre rencontre, M. Sautier a reçu une proposition d'arrangement de la part de Neovia, effaçant le solde de la facture administrative due pour son dossier. Il a accepté cet arrangement à contre-cœur sur les conseils de sa protection juridique, mais ses dettes sont loin d'être réglées. Alors, voilà, à la fin, on se dit, mais en fait, on a donné des sous juste pour eux, Et comme à la fin d'un bon repas, on va terminer cette émission par un café. Mais attention, n'allez surtout pas faire les courses après votre kawa. C'est la mise en garde de notre chroniqueuse, Leïla Reli. Bonjour, c'est Olaf. J'appelle pour vous donner une astuce. Il vaut mieux aller faire ses courses après un bon repas, on est moins tenté d'acheter n'importe quoi. Olaf a raison. Lorsqu'on a faim, on va logiquement vouloir se rassasier le plus vite possible. Des recherches ont d'ailleurs démontré que si la faim déclenche des envies d'achat non contrôlées et pousse à tout acheter en plus grande quantité, ça ne concerne pas uniquement les aliments, mais toutes sortes d'objets et prestations également. Mais attention, si avoir le ventre plein en faisant ses achats est une bonne tactique pour dépenser moins, mieux vaut faire une croix sur la caféine si on veut éviter la ruine. Et oui, selon une étude récente de l'Université de Floride du Sud, la consommation de caféine nous encouragerait à acheter de manière moins réfléchie. Pour réaliser cette étude, des machines à espresso ont été installées devant 2 points de vente. Un en France, l'autre en Espagne. Plus de 300 personnes ont reçu une tasse gratuite avant d'entrer dans ces magasins. Mais seule la moitié de ces tasses contenaient de la caféine. Une fois leurs achats effectués, les volontaires ont ensuite montré le fruit de leurs emplettes. Les scientifiques ont constaté que le groupe ayant bu de la caféine avait dépensé environ 50% d'argent en plus et acheté près de 30% d'articles supplémentaires que le groupe sans caféine. Plus étonnant encore, les personnes qui ont consommé de la caféine ont acheté davantage de produits non essentiels, comme des bougies parfumées ou du parfum. Dipayan Biswas, l'auteur principal de l'étude, explique que la caféine est un stimulant puissant qui libère de la dopamine dans notre cerveau, ce qui conduit à un état énergétique plus élevé qui à son tour améliore l'impulsivité et diminue la maîtrise de soi.
En résumé, pour éviter d'avoir les poches vides, comme Olaf, on fait ses courses l'estomac plein. Et le kawa, il attendra.